circonstances, présentée par Camille Ronigna, la coordinatrice de la section Belgique. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre événement annuel, qui est la remise du prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix. Nous en sommes aujourd'hui, on l'a dit à l'introduction, à la 12e édition. Et c'est un réel plaisir de voir certains qui sont là depuis le tout début et de voir d'année en année les personnes changer, enfin avoir plus de personnes. Soyez-en tous remerciés. Cette cérémonie est toujours organisée autour du 8 mars, qui est la date qu'a décidé l'ONU pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Et chaque année, l'ONU consacre soigneusement un thème à cette journée. Et cette année-ci, le thème est « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Un thème qui semble très indiqué dans ce siècle où les avancées technologiques montent en flèche et où manifestement le digital s'invite au quotidien de tout un chacun. Force est de constater que même dans ce domaine, dans certaines régions du globe, la gente féminine voit ses droits régresser et est, donc la gente féminine, de plus en plus éloignée des milieux stratégiques, que ce soit des écoles ou des lieux de travail. Pour certaines femmes africaines, spécialement celles de la région des Grands Lacs africains, ravagées par les guerres incessantes et des conflits qui déchirent les peuples entiers, le besoin est tout autre. En effet, nul n'ignore que la guerre en RDC, République démocratique du Congo, est en train de devenir l'une des guerres les plus meurtrières en Afrique, si pas dans le monde, et que les violences sexuelles faites aux femmes sévissent depuis maintenant plus de 25 ans. Face à ce macabre constat, le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix a choisi cette année de plaider pour le silence des armes, d'où notre thème « Refusons le bruit des armes, une vie sans dignité ». En effet, dans la situation actuelle, où les femmes de la RDC subissent des violences de tout genre, que les violences sexuelles sont devenues tristement monnaie courante, que des femmes deviennent des chairs à canon, dans la situation où la pauvreté fait rage dans les familles, où les femmes se heurtent à des obstacles majeurs qui ne leur permettent plus de subvenir aux besoins de leurs enfants, encore moins de les éduquer comme elles le voudraient, il est plus que temps de s'insurger et d'exiger que les armes se taisent. Nous soulignons également que ce triste sort n'est pas réservé qu'aux femmes. Nous pensons notamment à tous ces jeunes enrôlés de force dans les armées sans savoir pour quelle cause ils se battent. Nous pensons à tous ces jeunes à qui on impose de tuer, de massacrer leurs semblables. Transformés en machines à tuer, ces jeunes hommes finissent en fait de tuer leur propre avenir tout en mettant fin à la vie de leurs concitoyens. Aucun mot ne peut décrire l'horreur qui se déroule au sein de ces communautés. Nous pensons aussi à tous ces enfants qui ne reprendront plus jamais le chemin de l'école et dont l'avenir est complètement hypothéqué. Des générations entières réduites en sous-hommes car sans avenir. La guerre n'est donc pas une option pour régler des conflits, car les pertes des vies humaines enregistrées ainsi que les séquelles que laisse la guerre sur des populations entières sont incommensurables et souvent indélébiles. Il est important de rappeler que la région des Grands Lacs africains est dans l'insécurité depuis octobre 1990, quand le mouvement rebelle du FPR a attaqué le Rwanda. Depuis, ce n'est qu'un enchaînement d'événements teintés de violence inouïe. Un drame humain sans égal s'est installé dans la région des Grands Lacs africains, au vu et au su de tout le monde, et les acteurs de cette tragédie restent impunis. Les médias mainstream parlent à peine de la situation dans la région, ce qui fait qu'elle est mal connue par le grand public. Nous en appelons à toutes les instances et personnes de bonne volonté d'user de leur puissance pour mettre la pression sur les belligérants, afin surtout de sauver des vies humaines de simples civils qui ne demandent que leur droit de vivre en paix, ou je dirais de vivre tout court. Un droit des plus élémentaires. Nous, les femmes rassemblées au sein du Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix,
Nous élevons notre voix pour dire non à la guerre, que cesse le prix des armes, non à une vie sans dignité. Nous manifestons notre soutien aux populations civiles de la région des Grands Lacs africains, en particulier au peuple congolais qui vit aujourd'hui à Calvaire. Je vous remercie. Nos programmes continuent. Pour le moment présent, j'invite Madame Gloria Wishema-Sengiyumva de s'avancer au podium pour nous présenter la marraine de notre événement de ce soir. First and foremost, I'm going to say and to present why we have chosen this lady to be the patron, sponsor, or marraine of this year's Victoire Ingabire Prize for the Peace and Democracy because of her unadopted, deep-seated work in exposing the violation of human rights in the African Great Lakes region. I'm talking of no other than Anneke Verbreken. She's an investigative journalist who regularly visited Rwanda, Congo and Burundi, one of the most troubled regions in the world. Her journalism is specialized in the African Great Lakes region since 2009. In 2016, she was awarded with Victoire Ingabire Prize for the Peace and Democracy for her relentless effort to inform the European public about the political turmoil in the African Great Lakes region. She writes critically about corruption, elections, the violation role of resources, dictators and rebels, but also with humor of self-mockery about the everyday inconveniences of being a journalist in Africa. She writes for Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer, MO and KNAK, among many others. Her pointed pen and dealings with human rights activists and critical politicians led to her being arrested in Congo in 2011 and being declared an enemy of the Rwandan people by Rwanda. In 2009, she composed and wrote Victoire Ingabire Umuhoza life biography called Rwanda Kissed for the Tukoms, which means Rwanda chooses for the future, in which Victoire tells her life story and how she comes to enter politics and decides to go back to Rwanda. In June 2017, her book, Rich People Don't Die, was published. In Rich People Don't Die, Anneke Verbreken pens a compelling and accessible portrait in the time of the tiny, tightly controlled Rwanda and huge, chaotic Congo. Anneke has been visiting Rwanda and Congo, two of the most world's troubled countries since 2009. She also gives practical workshops for investigative journalists in problem areas. She shows what a journalist definitely needs to work and live in the Great Lakes region. Anneke is very much known in the Rwandan Dutch community as one of who never says no when she's asked to help bringing the truth to light. Something which most Western journalists do not easily dare to do, especially when it does not fall into the political line of their countries. Believe me when I tell you, she's not sufficiently rewarded for her work. Quite the opposite. Besides being blacklisted by Rwanda, she has also received many warnings from the Dutch colleagues and politicians, telling her that she will burn her fingers on the geopolitics of the Western world in Africa, in the African Great Lakes region, if she should find herself on the wrong side of Rwanda. And by the wrong side of Rwanda, it's meant what might be disturbing for the Western world, geopolitics in Rwanda and Congo. She has also been threatened by our dear embassies in the Netherlands and Belgium in a very Rwandan subtle
way, which we all know well exists, but very hard to prove. Her visit in the region always fills her with a brand new energy to keep her going until the voiceless are heard. She is cooperative in many different projects in which, for the above named reasons, we cannot always be named for security reasons. But please help me to welcome Anneke Verbeek at the podium. Honor, really, really. I'm just an insignificant Dutch journalist trying to do my best. Firstly, I'm doing my speech in English. I find it a bit easier than in French, so excuse me. And secondly, I want to thank you for naming me Marin. It makes me feel very, very old. Thank you for that. And you've asked me to talk about journalism in Rwanda and DRC. It's a subject that goes through my heart. Because for being a journalist, it is really difficult to work in DRC and Rwanda. That goes for white journalists like me, but it is much more difficult for local journalists who live and work in DRC and Rwanda. As you all know, being a journalist in Rwanda is very, very difficult. There are no more journalists left who dare to speak out freely against the government, who cannot talk freely about the situation in their country. I can't blame them. If you got kids and a family to take care of, you can't afford to criticize the regime because you haven't got any work left. Working as a journalist in DRC is difficult on a different level. As you all know, especially in the east of DRC, there's a war going on. 20, 30 years of war going on, and the last 3 years are really difficult because of M23. M23 is really active in the region, killing a lot of people, making a lot of people displaced persons, and then in a region that is really, really poor. I know Congolese families that can feed their children only once in 2 days. They have to count the rice grains. They can't afford medication, they can't afford nothing, they can't afford to go their children to school. And it's not, Eastern Congo is also a country with lots of corruption, but you can't blame the people if you got nothing and a stranger comes along with a seemingly pocket full of money, you try to get what you can. So that means if you're a white journalist in Eastern Congo, you get arrested a lot of times, not because you're doing anything wrong, but they help for $5. In Rwanda it's different. I've worked there for the last time in 2018. I got kind of illegally into the country because, as Gloria told, I'm on the blacklist, so I can't get a visa, but you got a visa for Uganda and Rwanda and Kenya, so I came through Kenya to Rwanda. And I could work there. The funny thing is, when I applied for an accreditation, they gave it to me. When I asked to visit Victoire Ingabire in prison, I could visit Victoire in prison. Took a bit of time, and I could only talk to her in English, and there had to be about 10 guards around us, but nevertheless, I could meet her there. That wasn't in 2018, by the way, but 2016 or something.
What you notice as a journalist when you work in DRC is the war. What you notice when you work as a journalist in Rwanda is the fear, is the omnipresence of the government. When I was for the first time in 2010 in Rwanda for the elections, presidential elections, there was a special building for the press. So we met there, the international press, the local press, and when we were talking about Kagame or the presidential campaign, they said, the local colleague said, come outside, you can't talk here because everything is monitored, everyone is listening with you. And be careful what you do on your computer here because that's monitored as well. And when we went to a bar later on, we sat on a terrace and some of my colleagues started to talk about Kagame. And the local journalist again said, don't talk here, because there could be spies on this terrace. And we were next to a bus station, and he said, don't go to the bus station, because there are spies there. And I thought, well, it's not true, you know, they are a bit paranoid, but come on, now I know it's true. Now I've noticed, now I know Rwanda is a very tightly controlled society. We white journalists find it difficult to work there and in DRC, but for our local journalists it's difficult, very, very difficult what I told you, because they, for example, in DRC, the local journalists are not only menaced by their government, but also by diverse rebel groups. They can't do anything good, and they must work in a zone area, a war area, fearing for their life every day. Local journalists from DRC and Rwanda are well, taking a lot of hazards. And the funny thing is, they can't get their stories publicized here in Europe, in Belgium or in Holland or in England or wherever, because we're always busy with Ukraine or with another energy crisis or with a flood or an earthquake. And Africa, hey, Africa's so far away. Who cares? And hey, there's been a war going on there for about 30 years, so what's new? Yeah, okay, another 5 people die, or another 100 die, or maybe another 1,000 die, who cares? It's far away and it's going on for ages over there. And that's why I want to propose tonight, because when a story gets published, it's almost always written by a white journalist like me, or a colleague of the men kind. What I want to propose is that we couple African local journalists, bloggers, vloggers, to Dutch media, Belgian media, English media, because they know much more about the country than a correspondent who comes there for 2 weeks, 3 weeks, maybe 2 years. What do we really know about the culture? What do we really know about the history? We can only look at your history with our white eyes, with our Western culture, because we are white. We can't help it. And that's why I really want to start a platform on which we can use the experience, the knowledge of young journalists, maybe old journalists from Rwanda and DRC, to give that to the media here in Europe, because I think that really could mean something for the way we can look at your countries. I only want to say to the governments who arrest journalists, who kill journalists, who ban journalists, you don't care about your future. The only way you can really care for your future is to give the people who criticize you
let them write, let them publish. If you take your criticast seriously, you take your country seriously. And I really hope that we can mean something for DRC and Rwanda in the future as journalists together with the local journalists. Thank you very much. Encore une fois, une poignée d'acclamations pour notre marraine de la soirée. Merci beaucoup, Madame Anniké. Pour l'instant, nous allons suivre une vidéo qui nous a été envoyée par une de nos lauréates du prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix. C'est Madame Bénédicte Kumbinjoko, elle est congolaise. Elle vit à Genève. Elle nous a réservé une intervention. Elle est congolaise, vous savez. Elle vit au plus haut niveau les problèmes qui endeuillent la région des Grands Lacs et surtout la RDC. Et alors, elle nous a fait l'honneur de nous envoyer une présentation de loin. Elle aurait été avec nous si les circonstances n'avaient pas été tout autres. Et nous espérons la voir physiquement aussi l'année prochaine. Je vous souhaite une bonne projection. Ma collègue Marceline a eu un petit cœur pour les personnes qui n'ont pas suivi intégralement le discours de notre marraine, Madame Anniké Verbracken. Et elle va résumer brièvement en français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Merci. Croyez-moi, je n'ai pas tout noté, parce que j'ai commencé le discours au milieu. Mais vous savez déjà bien que Madame Verbracken est lauréate du prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix de l'année 2016. Et dans la présentation qu'a fait ma collègue Gloria, elle a souligné le parcours qu'elle a fait, surtout en tant que journaliste. Et je me souviens aussi qu'elle a écrit un livre qu'elle a présenté une fois à Bruxelles. Les hommes riches ne meurent jamais. Mais à peu près comme ça, hein? Oui, voilà. Et ce livre peut être obtenu et lu. Je pense qu'en néerlandais, c'est Rijk mensen sterven niet. Donc vous pouvez, ceux qui comprennent le néerlandais peuvent l'acheter et voir ce qu'il y a là-dedans. Et nous admirons vraiment beaucoup le travail qu'elle fait. Et là, dans son discours, dans l'intervention qu'elle vient de faire, et elle a parlé des difficultés des journalistes, qu'ont les journalistes tant au Rwanda qu'au Congo, pour faire leur travail. Ici, majoritairement, nous sommes rwandais, nous sommes bien conscients de ce que faire le travail de journaliste est si dur là-bas. Que ce soit au Rwanda, elle a parlé de l'omniprésence des forces gouvernementales pour empêcher les gens de parler ou de discuter. Au Congo, les journalistes déjà sont sous la menace du gouvernement et en même temps des groupes rebelles. Et donc, elle propose que, comme ces journalistes-là, qui font un travail remarquable sur le terrain, pour qu'ils soient publiés, parce qu'ici en Europe, on ne les publiera pas. Et du coup, le monde entier ne sait pas ce qui se passe là-bas. Moi, des fois, je me demande si ce n'est pas une paresse intellectuelle ou un choix. Mais ici, par exemple, la priorité est donnée à l'Ukraine pour l'instant. Est-ce que c'est parce que personne n'a envie de parler des histoires africaines? Elle dit que les gens disent que c'est trop loin, que ça ne sert à rien de s'y intéresser, c'est trop loin. Et même avec la guerre en Ukraine, vous entendez souvent les politiciens qui disent « mais c'est des gens comme nous, c'est plus près de nous ». Enfin, voilà. Donc c'est pour ça que ce qui se passe au Congo, ce qui se passe au Rwanda n'intéresse pas tellement de gens. Mais je pense que c'est aussi un choix et c'est pour ça que nous devons continuer à faire connaître ce qui se passe là-bas. Et elle propose justement pour que ces journalistes puissent être connus,
elle propose la création d'une plateforme pour montrer les travaux de ces différents journalistes via justement les journalistes qui sont lus, comme elle et comme tant d'autres. Et je pense que c'est une très bonne chose, franchement, de pouvoir montrer et mettre en lumière les travaux des journalistes africains qui sont vraiment ignorés alors qu'ils sont les meilleurs qui connaissent le terrain. Voilà, un peu de mots, c'est ça. Je n'ai pas tout noté, voilà. J'espère que ça va. Merci. Et à tous à l'occasion de cette nouvelle cérémonie de la remise du prix Victoire Ingabire Umuhoza. J'aimerais prendre donc cette occasion pour vous remercier chacun d'entre vous très chaleureusement et en particulier le comité pour avoir mis mon pays, la République démocratique du Congo, à l'honneur de cette soirée. La République démocratique du Congo qui est en train de passer par des turbulences qui durent depuis 26 ans. Mais aujourd'hui, il est clair que ça prend une coloration particulière du fait de la présence du M23, milice personnelle de M. Paul Kagame, avec laquelle il pense pouvoir aboutir certainement à la balkanisation de la République démocratique du Congo pour pouvoir profiter des richesses qui sont les siennes et parce que aussi il pense encore pouvoir bénéficier de façon non questionnée de l'appui des puissances occidentales notamment. Mais ceci étant dit, j'aimerais surtout relever ceux qui sont, je pense, des signes plutôt positifs, des signes qui devraient nous amener à nous réjouir de ce qui va se passer demain. Parce que dans son combat, le peuple congolais a réussi quand même l'exploit de faire en sorte que monsieur d'abord Félix-Antoine Tshisekedi prononce le nom de Paul Kagame comme étant un agresseur. Le même Paul Kagame qui était son frère, le même Paul Kagame pour lequel il a pu aller jusqu'à dire que les morts congolaises étaient des dommages collatéraux. Et ceci, c'est le travail du peuple congolais, c'est son insistance, c'est le fait qu'il refuse d'être manipulé, encore une fois, par rapport à cette question de l'agression de Paul Kagame. Il y a aussi, je crois, un autre fait à relever, c'est la question de la visite de M. Macron. À cette occasion, ce que l'on voit, c'est que surtout la jeunesse congolaise n'est pas prête à accepter sur son sol des personnages qui, au fond, rendent possible la poursuite de cette tragédie, parce qu'ils ont des intérêts particuliers, parce qu'ils considèrent que l'Afrique est leur avenir et qu'ils peuvent venir y faire ce qu'ils veulent en soutenant les sanguinaires, en soutenant les assassins. Sur les murs de l'ambassade de France à Kinshasa, il était écrit « Macron dégage », Macron M23. Et pour nous, ce signe-là sont des signes encourageants qui veulent dire que quelque part, nous sommes dans la compréhension de ce qui nous arrive, nous nous acheminons vraiment vers ça et que l'horizon qui est le nôtre n'est pas une fatalité, c'est un horizon d'hommes et de femmes qui sont debout et qui sont prêts à se battre pour leur dignité, pour la paix et la souveraineté. C'est le message que je voulais partager avec vous ce soir, tout en félicitant chacun des lauréats aujourd'hui, parce que je crois que c'est important que nous, les petits peuples, nous, ces personnes qu'on écrase et qu'on piétine, sachons reconnaître parmi nous ceux qui portent les flambeaux, ceux qui nous disent que l'espoir n'est jamais perdu et qu'il vaut toujours la peine de s'engager pour l'humain. Comme le disait mon père, quand on s'engage pour l'humain, on n'est jamais dans le faux et moi j'y crois profondément. Et je crois que c'est ce que je partage avec les lauréats de ce soir. Alors, félicitations à chacun d'entre eux et j'espère pouvoir être parmi vous l'année prochaine, non pas pour parler de M. Kagame ou encore de M. Museveni, mais pour fêter notre liberté à tous. Bonne soirée à chacun d'entre vous.
Un tout grand merci pour l'attention que vous avez réservée à la présentation de Bénédicte Kumbi-Njoko. Pour le moment, nous allons passer à la présentation de la genèse du prix Victoire Ingabire Umuhoza et la composition du jury. Et pour cela, j'invite Marie-Louise à nous présenter ce prix. Bonsoir à tous et merci encore d'être présents ce soir pour la cérémonie de la remise du prix Victoire Ingabire Umuhoza, prix qui a été créé par le réseau des femmes internationales pour la démocratie et la paix le 12 mars 2011 au Canada. C'était quelques mois après l'emprisonnement de Victoire Ingabire Umuhoza. Ce prix a donc été créé en hommage à cette grande dame suite à son courage inégalable. Comme vous le savez, mais il est très important de le répéter, de le rappeler, car c'est une dame exceptionnelle à tous égards. Elle a tout quitté, enfants, époux, famille, amis, travail, tout alors, pour être au plus près de la population avec laquelle elle voulait construire et développer son pays, notre pays. Donc le développer ensemble avec cette population. Victoire, malgré ses bonnes intentions, a été arrêtée et emprisonnée, ça vous le savez aussi. Sa lutte pacifique, son engagement, rencontrait un des objectifs du réseau des femmes internationales pour la démocratie et la paix. Cet objectif est de promouvoir, encourager la participation massive de la femme dans tout processus visant la mise en place des institutions démocratiques. Donc, brièvement, je vais vous parler du jury. Donc, c'était une genèse assez brève parce que vous connaissez, on le répète chaque année, mais ça vaut quand même la peine de le rappeler un peu de mots. Pour décerner ce prix, il y a un jury. Et ce jury, la présidente, c'est Marie-Roger Biloa, qui n'a pas pu être présente ce soir parmi nous, suite à son agenda chargé. C'est une dame qui se bat pour la justice, des droits de la personne. C'est une femme très influente en Afrique et ailleurs. Le vice-président, vous le connaissez souvent parce que normalement chaque année, elle est parmi nous. Au début, on vous a dit que les raisons pour lesquelles il n'a pas pu se déplacer pour être parmi nous ce soir, c'est Juan Carrero, militant des droits de l'homme, s'inscrivant dans la non-violence. Il s'est distingué dans la cause rwandaise. Il a fait la grève de la faim de 40 jours et il a fait la marche de Majorque jusqu'à Genève pour les réfugiés du Congo. Donc il a fait 2000 km à pied. Et il a été nominé aussi pour le prix Nobel de la paix. Cela fait plusieurs années qu'il est à nos côtés, soutenant activement notre cause et donc par ce biais soutenant aussi la cause du réseau des femmes internationales pour la démocratie et la paix. Le jury, à côté donc du président et de la présidente et du vice-président, il y a aussi d'autres membres du jury, à savoir Perpétue, qui est la coordinatrice de la section Canada, Jacqueline, voilà, oui. Jacqueline, coordinatrice de la section France, Gloria, coordinatrice de la section Hollande, Camille,
coordinatrice de la section Belgique. Yvonne, vice-coordinatrice de la section Belgique. Il y a Marceline de la section Belgique, je ne la vois pas. Et il y a aussi Thérèse Sibolji de la section Belgique. J'espère n'avoir oublié personne. Voilà un peu de mots. Merci pour votre attention. Nous allons donc passer au moment crucial de notre soirée, la cérémonie de la remise du prix au lauréat de l'année 2023. Pour cela, j'invite les coordinatrices des 4 sections à joindre le podium. J'invite également la marraine de la cérémonie à joindre le podium. Je vais déjà vous révéler que cette année, le prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix a été décerné à 3 lauréats. Et j'invite Madame Gloria Wishema Sediumva de venir nous présenter le premier lauréat. The person I am going to present you is an African son, native of Democratic Republic of Congo and one of the leading political and cultural Congolese voices in the human rights advocate. Student coordinator, national spokesperson for the Friends of Congo. This son of Africa, professional activities, publications and public engagements reflect to his unflagging commitment to realizing peace and justice in Congo. His writings have appeared in WashingtonPost.com, Foreign Policy in Focus, The Huffington Post, and numerous other academics and news publications. He has also been interviewed on National Public Radio, Democracy Now!, ABC, Al Jazeera English Television, Radio France Internationale, and a number of other radio and television programs. He has been profiled in publications such as Christianity, News Record, and other news around the world. His film appearances in Rara Culture and Resistance, Martin Scorsese's Surviving Progress and Crisis in Congo, uncovering the truth reflecting his keen understanding to the dynamic of global economy and politics in their impact on the people of Congo. His expertise in the politics such as labor rights, corporate accountability, environmental and social justice has qualified him to serve as a research consultant for a number of film projects, social responsible investors groups, and government agencies. This son of Africa work in Greenboro taught him the importance in enabling youth to become change makers in their communities. He continues such work by supporting organizations like the Congo Leadership Initiative, an organization that empowers young leaders in the Congo and provides avenues for them to succeed and to ultimately remove the barriers preventing Congo from reaching its potentials. He also engages students and communities worldwide in organizing Congo Week, an annual global initiative that commemorates the lives lost in the conflict and breaks the silence about the underreported crisis. Each year since its inception in 2008, the initiative broadens and strengthens Congo's civil society network of global allies and partners. You have
had the privilege to hear his interventions on different occasions, on different platforms, where he advocates for the Congolese freedom of the nature resources exploitation. I am talking of no one other than Kambale Musavuli. Oui, juste un petit résumé. Vous l'aurez compris que le lauréat de cette année que Gloria vient de présenter est M. Kambale Musavuli, que vous connaissez bien. Il a fait un travail extraordinaire, que ce soit pour la région de la RDC, que ce soit aussi pour la région des Grands Lacs africains. Son CV, ici, vous le retrouverez sur notre site internet. Je ne dois pas le répéter, mais vous savez bien que le prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix est octroyé aux gens, justement, qui œuvrent dans la recherche de la paix dans cette région-là. Merci. Alors c'est moi qui a ça. Alors mais je vais lui donner très vite. Et c'est pas à moi, c'est un très grand homme africain. Merci. Beaucoup d'applaudissements pour Kambale Musavuli. Et je passe vite la parole à Marceline pour nous présenter le deuxième lauréat. Je ne dirai pas grand-chose sur lui parce que vous le connaissez bien. Et je ne vais pas jouer non plus au jeu de la devinette parce que dès la première phrase, vous saurez qui il est. Donc, si je vous dis qu'il est rwandais et qu'il n'est plus, qu'il avait 43 ans, vous aurez deviné. Ouais. Voilà. Donc, nous octroyons le prix exceptionnel à titre posthume à M. Nhwale John Williams. Parce qu'il le vaut bien. Je sais que nous recevons des fois des critiques qui disent que pourquoi est-ce que vous honorez les gens quand ils ne sont plus, alors que vous auriez pu le faire quand ils vivent encore. Mais je dirais que la balle est un peu dans votre camp, parce que nous honorons les gens que dont vous nous proposez les candidatures. Et c'est pour ça que justement nous voulons que notre communauté et de façon plus large, toute personne qui œuvre et qui travaille sur le dossier de la région des Grands Lacs africains puisse comprendre que ce n'est pas le réseau international des femmes pour la démocratie et la paix qui choisit telle personne, mais les candidatures sont soumises au jury et le jury qui les approuve. Voilà, je ne le présenterai pas plus que ça. Vous savez bien qu'il était éditeur en chef de The Chronicles jusqu'à sa mort, qu'il avait une chaîne YouTube que nous suivions tous. Voilà, Dieu est son âme, et voilà, nous lui rendons hommage aujourd'hui. Alors, c'est pour un homme qui est vraiment très connu dans votre société, qui le mérite, c'est posthume, mais qui le mérite très bien. Alors, un très grand applaudissement pour lui, posthume. Voilà. D'émotion, tout ça.
Alors, Perpétue va introduire le troisième et dernier lauréat. Merci Yvonne. Je crois que ça vaut la peine de redonner une main d'applaudissement et à Kambale Moussavouli et aussi à John William Hall qui n'est plus avec nous. Vous pouvez, si vous le voulez, prendre une minute de silence pour John William Hall. Merci. Alors, le troisième lauréat, justement, cette année, oui, nous avons Moussavouli, mais nous savons aussi que sur le terrain du Congo, il y a plusieurs qui ne peuvent plus être ici avec nous à cause de ce qui se passe. Heureusement qu'il les présente bien et que peut-être il saura leur voix. Maintenant, en ce qui me concerne, je n'ai même pas pris une seule note parce qu'en réalité, je n'en ai pas besoin. Parce que tout ce que je vais vous dire, je vais le dire du fond de mon cœur. Ce sont des gens à qui on pense à tous les jours. Ce ne sont pas seulement des mots. On y pense vraiment. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup sur le terrain, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Congo, et qui donnent de leur vie pendant que nous sommes ici au chaud. Il faut le reconnaître, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas un péché non plus, mais nous devons reconnaître juste leur courage. Et ils ont le courage, ils n'ont pas la même chance que nous, mais ils ont pris cette décision de lutter contre des dictatures, de lutter pour leur dignité et de lutter simplement pour la vie de leurs concitoyens, de mener des luttes communes et de ne pas se poser des questions si ils ou elles survivront à leur lutte. Ils ont fait le choix de lutter pour un meilleur, pour toutes les générations et pour leur peuple. Nous y pensons à tous les jours. Comme disait Marceline, on peut nous poser des questions. Pourquoi nous ne leur avons pas donné ce prix avant? Ou pourquoi à l'un ou à l'autre nous n'avons pas donné un prix? Mais c'est parce que nous savons aussi à quel prix ils pourraient payer notre prix. Donc, ce n'est pas un oubli, c'est que c'était bien réfléchi. On ne veut pas non plus faire prendre des risques à des gens que nous savons déjà, ils sont en risque. Et je vous le dis sincèrement, moi, c'est une préoccupation que j'ai à tout moment. Et à ces gens, je dis vraiment merci. C'est pour cela que cette année, vu aussi la demande de plusieurs personnes, comme nous l'avons dit, il faut que les gens aussi manifestent cette idée. Nous avons reçu plusieurs demandes pour plusieurs activistes au Rwanda sur place. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de les réunir tous à un seul prix qui se dit que ce prix, c'est le prix toujours Victoire Ingabire Umuhoza parce que c'est à son image. C'est aussi à cause de son courage que nous sommes ici ce soir. C'est le prix Victoire Ingabire Umuhoza, mais qui est décerné à tous les activistes pour la paix au Rwanda. J'aimerais qu'on leur donne ce soir une main d'applaudissement. Évidemment, ils ne sont pas ici non plus pour prendre leur trophée. Vous savez, pour certains, où ils sont, pour d'autres, inconnus. Et ce soir, nous avons choisi une personne qui va, comme les représenter, disons, ici, sur le podium,
parce que lui aussi, parce que eux aussi ici, il y a beaucoup qui militent, qui sont des activistes et qui ont passé presque leur vie dans des revendications, dans l'activisme pour la paix et pour la démocratie dans la région des Grands Lacs. Nous aimerions appeler donc Norma Ishimwe, s'il vous plaît, sur le podium. Merci Norma. On va vous laisser avancer. Vous l'avez bien mérité aussi. Attention, les escaliers. Alors, la marraine va vous remettre le trophée, mais le trophée appartient aux activistes. Vous pouvez lire? Aux activistes pour la paix au Rwanda. Alors voilà, moi j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Je vous laisse ouvrir le vôtre. Un grand merci Perpétue. Un merci à toutes les lionnes du RIFDP pour l'honneur que vous me faites. En préambule, ce prix ne m'est pas décerné. Je dois le donner aux activistes pour la paix au Rwanda. Pour la petite histoire, je ne compte pas prendre l'avion demain pour leur donner, malheureusement. Donc je ne suis peut-être pas la meilleure personne. Néanmoins, je suis très fier d'avoir cet honneur de pouvoir porter le prix qui est décerné à toutes ces personnes que j'admire, toutes ces personnes qui sont moi, mes héros, connus, des inconnus aussi, parce qu'il y a beaucoup d'héros du quotidien, ces personnes qui, tous les jours, mènent ce combat que l'on a tous au plus profond de nos cœurs, mais le mènent à l'intérieur du pays. On aime tous le Rwanda, on aime tous les Rwandais, mais imaginez ceux qui sont prêts à donner leur vie pour ce combat de la paix, de la justice, en plein milieu du régime. Vraiment, je voudrais vous demander une nouvelle fois de les applaudir parce que ce sont nos héros. Je vole une seconde à Normand. Je voulais vous dire que c'est lui qui a été choisi cette année aussi pour comme parrain de la journée de la relève de l'année 2022. On peut donc... Merci. C'est un nouvel honneur que j'ai eu cette année. J'ai été gâté. Mais pour conclure, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, ils sont nombreux ceux qui méritent ce prix. On ne peut pas tous les citer, évidemment. Mais il y a 3 personnes, moi, qui me tiennent à cœur particulièrement et qui, immanquablement, font partie de la liste de ceux qui méritent ce prix. Le premier, c'est Kizito Mihigo, ils ont tout fait pour que les jeunes d'aujourd'hui et de demain ne puissent pas entendre sa musique pour la réconciliation, pour la paix. Ils se sont trompés. On grandira en écoutant ces musiques et ce sont ces musiques qui construiront notre vision, notre sentiment pour la réconciliation dont notre pays a besoin. Je voudrais également noter, dédier en tout cas ce prix à Barati. Lui aussi, ils se sont trompés. Ils ont tout fait pour que nous, les jeunes de demain, ne connaissent pas ces belles poésies. Non. Ils ont tapé à côté de la plaque. Au contraire, sa poésie qui construit pour les jeunes, nous l'écouterons, nous continuerons à la réciter, à l'apprendre et
en voulant le faire taire, ils créeront encore plus de Bahati parce que son esprit est toujours là avec nous. Et la troisième personne, c'est Illuminée Ilagena. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme. Elle aussi, comme nous, elle a la flamme de l'activisme qui a continué, qui l'a porté. Je ne veux pas rappeler que c'est grâce à elle, par exemple, qu'on a pu avoir le livre de Victoire Ingabire. Elles aussi, ils se sont trompés. Ils ont pensé qu'en la faisant taire, on n'aura plus des activistes, on n'aura plus des gens qui seront prêts à donner leur vie pour la démocratie, pour la paix au Rwanda. Non. Elle aussi, son âme, sa vision, on la portera. Et donc, tout à l'heure, j'ai dit que je ne pourrais malheureusement pas aller donner ce prix aux jeunes activistes au Rwanda qui le méritent. Mais la seule promesse que je peux vous faire, c'est que moi, ainsi que tous les jeunes avec lesquels nous travaillons au quotidien, notamment au sein de Jambo, nous allons faire de notre mieux pour être à la hauteur de toutes ces personnes-là à qui nous décernons ce prix et que nous soyons dignes de tout ce qu'ils font et ont fait pour la paix au Rwanda. Merci à tous. Voilà. C'est une cérémonie, une remise des plus émouvantes, évidemment. Toutes ces personnes tant méritantes, mais qui disparaissent comme ça, devant nos yeux, mais nous ne devons pas être tristes. Moi, je voudrais qu'on soit contents, quand même, parce qu'ils existent. Que nous soyons contents d'avoir des personnes comme eux, qui sont prêts à donner de leur vie pour tout un peuple. C'est pour ça que je vous demande de les applaudir encore une fois. Mais en même temps, des trois lauréats, il y a au moins un qui est encore en vie et qui nous a réservé une présentation par vidéoconférence parce qu'il n'a pas su venir jusqu'ici. Alors nous allons libérer le podium pour qu'on puisse nous présenter la vidéo de Kambali. Thank you, thank you, thank you. Thank you from the bottom of my heart for blessing me with the Victoire Ingabire Umuhoza Peace and Democracy Award. I want to thank the Women Network, who for decades have been working from the Americas to Europe and also in Africa to bring the story of Victoire Ingabire forward, but also actually the story of Rwandan people and the people of the Great Lakes region. It is a noble fight you are fighting, and I am with you in this fight. To those of you who nominated me, I want to also thank you for nominating me for this award. I do not accept awards because the work that we do, it is not for an award. It's actually for the lives and dignity of our people. We want a free and liberated Congo. We want a free and liberated Rwanda, a free and liberated Uganda, no Burundi, and of course, a free and liberated Africa. Whenever I heard the story of Victoire Ingabire a few years ago, about a decade ago, I was very impressed by her story. Here is a Rwandan woman who left everything behind to go back home to actually run for office and also bring Rwandan people together. As she was arrested and put in jail for 8 years, we all were inspired by her courage. She didn't change her words, she didn't change her stand. She believed that peace in Rwanda goes through a true inter-Rwanda dialogue. We believe that too as well in the DRC, that until there is a true
inter-Rwandan dialogue, there will not be peace in the region. We support anyone who is fighting for peace. And we know for us to have peace, there needs to be justice. In the context of the DRC, we are fighting for the International Tribunal for Congo, a tribunal that's not going to be one-sided, that's going to tell the full entire story of what has happened in DRC based on the UN mapping exercise report, so that the people, the millions who have died, can finally rest as they know justice has been served. I continue to be inspired by Rwandans who are facing the brunt of the Paul Kagame regime. I'm inspired by young Rwandans such as Claude Gatebuke, who for decades has always stood with us Congolese, has taught me a lot about Rwanda, and especially is not afraid to connect with any African fighting for justice in the Great Lakes region. I'm inspired by many others who, some of them have lost their lives, some have been imprisoned, and some have been pushed to exile. The story of Deo Mushahidi and his torture in jail till today haunts my dreams. The killing of the different journalists, YouTubers in Rwanda, hurts me every time I think about the courage of those who are fighting and as they have to face death. Diana Rwigara, another Rwandan woman who also ran for office, who ended up in jail for challenging the regime of Paul Kagame. And our brother Kizito Mihigo, Kizito. His music transcended ethnicity. His music brought Rwandan people together, brought even Congolese together. As we heard his music and understood what he was saying, we say there is hope for a new Rwanda, and we still believe there is hope for a new Rwanda. There will be justice for those who have suffered at the hands of the Kagame regime. This message is for the Rwandans who are inside Rwanda. Congolese are your brothers and sisters. They will always be your brothers and sisters. We share one border, and that border is very artificial. As a Pan-Africanist, I understand that Rwandans are my brothers and sisters, and we have to work together to bring an end to the bourgeoisie, to the elite of our region who continue to plunder our resources, killing our people, and pretend to be fighting for us while they are dividing us for their own interest. I know it's very tough to speak up from inside Rwanda, but I urge you to join the call for a new Africa. As you may be watching this video from Kigali or from anywhere around the world, if you are a Rwandan, the Congolese will stand with you as you are fighting the dictatorship regime of President Paul Kagame. Rwandan President Paul Kagame has bloods of millions around the world. Millions of Congolese have died. Millions of Rwandans have died. Thousands are jailed. And this cannot go unpunished. We know peace can only come through justice. So as I know it's very difficult from inside Rwanda for you to speak up, to organize, do what you can. And we, the justice seekers around the world, will continue to be in solidarity with Rwandans who are fighting the oppressive regimes of Rwanda or others in the Great Lakes region. We understand your pain, we understand your challenge, but know that we are in solidarity with you as you want to see a new Rwanda. And we in the Congo will continue this fight. I will end by saying that this fight that we are waging for peace and democracy in the Great Lakes region is a noble fight, and I should not be looked at as someone special because there is an award. The award is a symbol for all of us to know that we must continue fight for peace and democracy. It's very critical for all of us to lend our voice to this fight. Wherever you are a Victoire Ingabire Umuhoza awardee. It's not about me. It's about all of us. We all are awardee. This award is for all of us. Many people have helped me be where I am today.
I am forever grateful for organizations I've been part of that have taken me to the stage where today I have an award. But again, I will insist, it is just an award. On a daily basis, our brothers and sisters are running for their lives. They are being killed in Kishishe, in Bambu, in Kanyabayonga, Bunangana, many cities. Thousands and thousands of people are facing the aggression of an apocalyptic magnitude. Thousands are being raped. For what? Access to the land, there are resources. And we happen to live on that land. So this fight, for me, is very clear. We must unite or we will perish. To all of you who are in the audience today, thank you for taking part of this event, but do not leave the event without taking a pledge that you will renew the fight for justice. You will renew the fight for democracy, and you will renew the fight for peace, so that one day we are all in the Milcolin or on Lake Kivu or anywhere in Africa in a peaceful region or in a peaceful African continent. Thank you. I'm sorry I cannot be with you today due to unforeseen circumstances, but I hope we will connect somewhere around the world so that we can continue this noble fight to see a strong Great Lakes region, a strong Africa. Thank you. C'est compréhensible. Et puis aussi, mais je voudrais vraiment solliciter une petite attention pour qu'on puisse écouter le discours du vice-président du jury, M. Juan Carrero. Un año más estamos aquí, en pie, sin rendirnos, mientras el monstruo de la mentira y la guerra sigue llevando a Ruanda, al Congo y al mundo entero al límite del abismo. Aquí estamos a pesar de todo, un año más. ¿Qué decir de los activistas por la paz que en el interior de Ruanda arriesgan cada día su vida y la de sus seres cercanos? ¿Qué decir de ellos? Me faltan las palabras. ¿Qué decir de John Williams Ntwari, una víctima más, valiente y generosa de la lucha contra el imperio de la mentira? ¿Qué decir de él? Me faltan las palabras. ¿Qué decir del congoleño Kambale Musavuli y de todo su coraje y perseverancia en la lucha por la verdad en el corazón mismo del imperio de la mentira? A pesar del gran sufrimiento que ciertos ruandeses han provocado a su pueblo, ha sabido darse cuenta de que el pueblo de Ruanda es igualmente víctima de esas gentes criminales, y lo que es más grave aún, mentirosas. Si hay algo que puedo decir, sí, y no son palabras mías, es Dios mismo el que nos habla
como desde hace milenios por boca de sus profetas. Es el mensaje del Señor Jesús, de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, de Victoire Ingabire Umuhoza. Este es su mensaje. La hora más oscura, esa en la que ya estamos, es la que precede al amanecer. Merci à Yohann Carrero d'avoir été aussi rapide. Alors, il va nous permettre de... Bonjour tout le monde. Il va nous permettre de suivre encore une petite intervention. Mais ne croyez pas que je vous ai menti, au fait, je vais être sincère. À la cuisine, on m'annonce qu'il y a un petit mets qui n'est pas encore prêt. Donc, dans les minutes qui vont suivre, on va leur donner le temps de tout apprêter à table. Et là, nous allons profiter pour écouter Anjan Sundaram. C'est aussi notre lauréat du prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix. Il a préparé lui aussi une petite intervention pour nous. Bonjour tout le monde, je m'appelle Anjan Sundaram et merci pour l'invitation de la part de Marceline qui m'a invité à vous adresser. Et merci aussi à toute la jurée et la communauté du prix Victoire qui m'ont gentiment décerné ce prix il y a quelques années. J'ai hâte de voir qui sont les lauréats de cette année. Marceline m'a demandé de parler un peu des cas de journalistes rwandais qui travaillent sous la dictature, sous le régime rwandais. Tenant compte, bien sûr, du cas de John William Twali, qui a fait la nouvelle, malheureusement, récemment. Et comme je suis l'auteur du livre Bad News, dernier journaliste dans une dictature, qui parlait de journalistes rwandais, justement, qui travaillaient avec beaucoup de courage pour rapporter les abus de pouvoir du régime Kagame et qui ont reçu des menaces, certains ont été tués, qui ont été torturés, qui sont disparus, beaucoup d'entre eux ont été forcés à fuir le Rwanda. Et je dois dire que John William Twali, il faisait un travail très courageux, d'autant plus parce qu'il savait très bien ce qui s'est passé à ses confrères dans le passé, toutes les attaques, le harcèlement et la violence que les journalistes rwandais avant lui ont reçu du régime. Et malgré ça, il a continué à faire ce travail, il a fait des articles, j'avais suivi son travail, j'avais suivi les articles qu'il a publiés chez The Chronicles, et c'était un travail courageux, important, et malheureusement, il a terminé comme mort dans cet accident de route. Tout le monde qui connaît les cas des journalistes au Rwanda sait très bien que c'est peu probable que c'était un accident. Beaucoup de critiques du président Kagame avant lui ont arrivé en même fin. Et le régime et le président Kagame, il cache très peu ses intentions. Il parle ouvertement des conséquences, soi-disant, que ces critiques vont recevoir. Alors, il est très ouvert en appelant aussi des journalistes des ennemis de l'État. Et John William Twali, il était malheureusement le dernier cas de critiques qui ont subi à la violence du régime. Et malheureusement, il faisait partie d'un dernier journaliste indépendant qui travaillait ouvertement au Rwanda. Et ça aussi, ça dit quelque chose. Et je dois dire que ça m'étonne, ça m'inspire. Le nombre de journalistes rwandais qui ont le courage à lever leur voix contre les abus de pouvoir du régime, sachant très bien ce qui s'est passé à leurs confrères dans le passé. Ils risquent tout. Et je dois dire que moi, en tant que journaliste qui travaillait à leur côté, qui suivait certains journalistes rwandais, j'ai beaucoup appris
de leur travail, parce qu'ils prenaient des risques, ils risquaient tout. Leur famille, les enfants, leur terre, l'argent dans la banque, leurs prêts auprès des banques rwandais. Tout était à risque et c'était des risques que moi, personnellement, je ne parcourais pas. Mais eux, ils sentaient que c'était tellement important leur mission de parler des abus du régime qu'ils étaient prêts à tout risquer. Et ils faisaient du vrai journalisme on doit vraiment féliciter, on doit se souvenir, c'était un des buts principaux de mon livre, Bad News, de documenter, de se rappeler de leur travail courageux, parce que le régime du Kagame aimerait très bien qu'on oublie des journalistes, on oublie leur travail, on oublie le fait qu'ils se sont levés contre le gouvernement. On aime comme perdurer ce discours, cette narrative que les Rwandais sont traumatisés par le génocide, ils n'osent pas se manifester contre le gouvernement, ils sont contents parce que ce qui existe maintenant au Rwanda, c'est quand même mieux que le génocide. Et le silence qu'on entend au Rwanda, c'est une silence du paix, des gens contents. C'est le contraire, c'est une silence imposée, c'est une silence forcée par la mort, justement, des gens comme John William Twali. Et personnellement, je voulais que mon livre parle des journalistes courageux comme lui, pour montrer que les Rwandais ne sont pas contents avec les Rwandais que j'ai connus et les Rwandais, comme je crois toujours aujourd'hui, qui vivent dans le pays. Beaucoup d'entre eux ne sont pas contents d'avoir, soi-disant, une paix où ils peuvent un jour se réveiller et quelqu'un de leur famille est disparu, quelqu'un de leurs proches a perdu sa terre, quelqu'un d'autre a perdu son job, son argent. C'est pas un état de droit. Et je crois que dans mon expérience, les journalistes rwandais avec qui j'ai travaillé voulaient un Rwandais qui respectait les droits pour tout le monde. Ils voulaient que leurs enfants grandissent dans un Rwanda pareil. Et ils étaient prêts à beaucoup risquer pour construire un tel Rwanda. Et j'ai eu le privilège à travailler, à enseigner certains d'entre eux, mais vraiment suivre son travail, voyager avec eux dans le pays, aider certains d'entre eux quand ils ont eu des difficultés. J'étais beaucoup inspiré et j'espère que ce dernier incident de violence contre John William Twali ne va pas réussir à imposer un silence encore plus dur au Rwanda. Et je félicite des gens, d'autres lauréats, d'autres activistes, journalistes, qui continuent le travail, qui font un travail très important, lutter pour les droits, et qui finalement qui vont s'assurer qu'il n'y a pas une dictature au Rwanda, il n'y a pas des conditions de concentration, telle concentration de pouvoir, et qui va ensuite limiter les chances de violence, et que les Rwandais ordinaires et tous les Rwandais pourraient arriver à un pays où ils pourraient vivre dans la calme, sans avoir peur qu'il y aura une reproduction du génocide ou quelque chose dans cette similaire. Et je crois que tous les Rwandais méritent ça. Et pour moi, les journalistes et les activistes, ils travaillent tous pour combattre cette concentration de pouvoir que le régime Kagame a réussi à installer et qui est assez dangereux pour le pays. Alors, bon, c'est le petit message que je voulais envoyer à vous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne conférence et une bonne continuation avec votre travail. Merci.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je voudrais remercier le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix qui m'a invité dans cet événement qu'il organise depuis 2012. Je lui exprime ma profonde gratitude pour l'honneur qui m'a été accordé à travers l'invitation à prendre la parole à cet événement. Je ne peux pas oublier de remercier vous tous qui, chaque année depuis que cet événement est organisé, y assistent avec la même détermination. La détermination pour que la démocratie et la paix voient le jour dans notre pays et dans la région des Grands Lacs africains. Le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix a décidé de décerner ce prix à toute personne physique ou morale qui s'est distinguée par son travail de manière pacifique dans le domaine de la promotion de la démocratie, la paix, la liberté d'expression et le respect des droits de la personne en Afrique en général et plus particulièrement dans la région des Grands Lacs africains. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, au moment où ce prix est décerné pour la deuxième fois, la population de l'Est de la République démocratique du Congo vit toujours dans la désolation. Des centaines de personnes meurent chaque jour et des milliers de gens, s'ils ne sont pas tués, se retrouvent dans la rue alors qu'ils avaient leurs propres habitations. Et parmi eux, des milliers de femmes et des enfants violés. Je vous demande de prendre une minute de silence pour penser à toutes ces victimes de la folie humaine. Je vous remercie. Je profite de ce moment pour encore une fois condamner cette guerre injuste. Une guerre qui perdure depuis plus de 2 décennies. Pourquoi cette guerre? Pourquoi ces atrocités? Pourquoi cette indifférence de ceux qui peuvent l'arrêter immédiatement? Pourquoi on n'arrive pas à régler ce conflit par le droit? En préparant ce discours, je me suis posé la question suivante. Finalement, c'est quoi la paix? Selon le philosophe Kant Emmanuel, l'idée de paix est un idéal régulateur vers lequel il faut tendre. Elle se construit, elle ne se décrète pas. La paix est un impératif de la raison politique. La paix est un devoir politique. Il continue dans son essai philosophique sur la paix intitulé « Projet de paix perpétuelle ». Payer les hommes pour qu'ils tuent ou se fassent tuer, c'est, à ce qu'il semble, les traiter comme des pures machines ou comme des instruments entre les mains d'autrui, de l'État, ce qui ne s'accorde pas avec le droit de l'humanité qui réside en notre propre personne. Nous savons tous que la paix est une relation de bien-être et vivre ensemble, basée sur le respect mutuel, fondée autant sur l'expression du cœur que sur la raison. Ainsi donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous invite à être les acteurs de la paix, car la recherche de la paix est l'affaire de tous. Hier, c'était seulement la mondialisation au point de vue économique. Aujourd'hui, nous vivons la globalisation de l'information. La technologie a révolutionné la circulation de l'information. Nous recevons sur nos smartphones toutes sortes d'images, des images horribles, des personnes décapitées ou éventrées venant de la région de l'Est de la RDC. Comment est-il possible que les gouvernants de ce monde, devant de telles atrocités, restent-ils indifférents? Et nous, devrions-nous pas être solidaires avec le peuple congolais qui souffre dans sa chair? Est-il possible que les RORIA et les réseaux internationaux des femmes pour la démocratie et la paix organisent, selon vos agendas, une journée d'appel à la restauration de la paix dans l'Est de la RDC? C'est une demande et je vous remercie d'avance. Vous êtes d'accord avec moi qu'une des solutions pour consolider la paix, c'est le dialogue. Alors, pour avoir la paix durable dans la région des Grands Lacs africains, il faut un dialogue régional où nos dirigeants,
Les acteurs politiques et ceux de la société civile doivent discuter sur les vraies causes de cette guerre qui vient de durer plus de 2 décennies. Après le dialogue régional, il faut un dialogue interne dans chaque pays de la région pour résoudre ces problèmes internes qui ont débordé en dehors de ses frontières. Imposer le dialogue seulement en RDC, c'est faire perdurer la guerre. Je reste convaincu qu'une solution juste et durable à cette guerre est le dialogue dans tous les pays qui sont impliqués, d'au loin ou de près, dans le conflit en RDC. Unissons nos voix pour exiger une solution juste et durable au conflit qui sévit à l'est de la RDC. Je vous remercie.